Radio, le grand débat, Macron, Trump et Johnson accusent la Chine d'avoir caché des choses sur le coronavirus. Le professeur Montagnier, de son côté, qui a découvert le VIH, évoque l'hypothèse d'un virus en partie fabriqué en laboratoire en Chine. Faut-il croire en cette hypothèse? On vous attend. 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment c'est un grand oui, un oui à 85%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alors, j'ai invité Gérard Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Gérard Guillaume. Vous êtes immuno-rhumatologue. Vous connaissez bien la Chine et sa médecine et vous travaillez également avec le professeur Montagnier, je le rappelle, prix Nobel de médecine qui a découvert le VIH. Qu'a-t-il dit exactement ce matin chez l'ami Pascal Praud sur CNews? On écoute. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. Dans quel but, ça n'est pas clair. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être qu'on a voulu faire un vaccin contre le sida. Bon, alors information du professeur Montagnier ce matin qui évidemment a surpris tout le monde, d'autant plus qu'on n'avait jamais, il y a des articles parfois dans certains journaux qui passent, effectivement, il y a des bruits qui courent. Mais on n'avait jamais entendu de manière aussi officielle parler de ça. Il parle de quoi, le professeur Montagnier, Gérard Guillaume, si j'ai bien compris? Il parle d'un virus, donc le coronavirus, le Covid-19, et en gros, ce qu'il dit, mais vous allez me dire si c'est bien ça, parce que c'est vrai qu'on a besoin de comprendre quand même. Il dit en gros qu'il y a le virus qui lui est naturel, sur lequel on a rajouté du VIH à certains moments dans ce virus, comme si c'était un ruban, c'est séquencé comme ça, et il y a du VIH qui apparaît. Et c'est vrai que là, on a du mal à faire le rapport entre le Covid-19 dont on nous parle depuis maintenant des semaines, et puis le VIH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'a voulu dire le professeur Montagnier? Alors, d'abord, Monsieur Montagnier, est le spécialiste mondial du VIH, puisque c'est lui qui l'a découvert. Donc, déjà, ses propos sont à entendre avec un certain respect. Alors, deuxièmement, ça fait lui plus d'un mois, presque 2 mois, depuis le début de cette pandémie, qu'il travaille sur ce virus, et ça fait déjà au moins un mois qu'il nous avertit de cette présence de séquences de HIV sur le génome du coronavirus. Et donc on a eu une dernière réunion de travail ensemble, parce qu'on se réunit une fois par mois. On a eu une réunion de travail par visioconférence ce samedi dernier, et M. Montagnier nous a encore précisé qu'il était sûr et certain maintenant de son idée. Donc c'est ce que moi je lui ai dit à ce moment-là. Dès lors, M. Montagnier, dès lors que vous êtes sûr et certain de ce que vous dites, c'est un devoir que vous avez d'informer l'ensemble de la population. Donc voilà comment c'est parti. Alors, le problème, pour répondre à votre question, le coronavirus, c'est quelque chose que les gens découvrent, mais ça fait déjà près de 20 ans que les Chinois travaillent sur le coronavirus. En particulier, depuis 2003, à partir du virus qu'on appelait le SRAS, le syndrome respiratoire aigu, et avec la création dans cet objet de recherche du laboratoire LP4 auquel la France a participé sous Chirac. Ça a commencé à ce niveau-là et ça a continué de créer ce labo de recherche, je dis, qui est avec la participation de la France. Sous Hollande, oui. Sous Hollande après, qui a été inauguré avec Cazeneuve, Touraine, Yves Lévy, le mari de Madame Buzyn, etc. Le mari de Madame Buzyn, exactement. D'accord. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, ce qu'il a découvert, le professeur Montagnier,
si on devait avoir une visualisation, c'est quoi? C'est un ruban. On va dire que le ruban représente le virus, et que dans ce ruban, il y a des séquences, et ces séquences, c'est des protéines de HIV, c'est ça? Voilà, exactement. Vous imaginez le génome du coronavirus comme un long ruban sur lequel, sur une toute petite partie de ce ruban, qui concerne entre 300 et 1000 bases, il y a des fragments, je crois qu'il y en a 6, des fragments de HIV1, HIV2 et de SIV. Donc, alors, là, quand il a découvert ça, bien entendu, on a discuté pourquoi, et l'hypothèse qui est venue, c'est que vraisemblablement, dans le labo LP4, les Chinois qui travaillent depuis des années et des années sur le coronavirus ont choisi le coronavirus comme support pour mettre au point un vaccin contre le sida. Vraisemblablement, ça c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. D'accord, donc ça veut dire que, Gérard Guillaume, pour qu'on comprenne bien, les Chinois dans ce laboratoire MP4, en tout cas, visiblement travaillaient sur un vaccin contre le sida. C'est pour ça qu'ils ont fait cette manipulation. Donc la main de l'homme est venue travailler, si je puis dire, à la base le virus pour qu'il devienne un vaccin. Et tout leur a échappé. Tout leur a échappé, c'est ça que vous dites. Non, tout leur a pas échappé. Il y a deux hypothèses. Moi, j'ai pas d'avis parce que je ne connais pas exactement. Non, mais moi, je sais pas. Je pose des questions parce que je ne sais pas. Donc voilà. Voilà. L'hypothèse, d'abord, l'hypothèse, elle est accidentelle. C'est-à-dire que ce laboratoire a déjà été mis en garde à plusieurs reprises par des autorités internationales sur le fait qu'il n'était pas suffisamment rigoureux sur la sécurité. Donc à partir de là, on peut imaginer que pour une raison X, une personne qui a manipulé ce virus manipulé, l'a fait sortir à son corps descendant et il s'est répandu comme ça. Et la deuxième hypothèse, qui est celle avancée par un monsieur qui s'appelle Steven Mosher, dont vous pouvez trouver les coordonnées par Internet, etc., qui est le président d'un institut qui s'appelle Population Research Institute, lui dit que ce sont des laborantins du laboratoire qui auraient vendu les animaux de laboratoire, une fois les expériences faites, sur le marché de Wuhan pour mettre en vendre pour les consommer. Oui, j'ai aucune. Je donne ce qui circule, etc. Oui, c'est ce qui circule, mais évidemment, c'est très difficile. Évidemment, c'est très difficile. Une fois de plus, ces informations-là, c'est très difficile à vérifier. En revanche, Gérard Guillaume, on va être bien clair. Ce n'est pas du tout un manque de respect. Moi, je veux juste dire une chose par rapport au professeur Montagnier, pour qui j'ai évidemment, comme beaucoup d'autres, dans ce pays, beaucoup d'admiration. Il a aussi parfois été critiqué, sur sa manière de faire et ainsi de suite. Là, en tout cas, ce qu'il a découvert, c'est réel. Si c'est réel, est-ce que c'est entre les mains, est-ce que ces informations sont aujourd'hui entre les mains du pouvoir, d'Emmanuel Macron, du ministre de la Santé, etc. Alors, ça, je ne sais pas, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais dès lors que je pense que ce qu'il a dit ce matin, ce qu'il révèle, ce sont des faits. Des faits. Il n'a pas de commentaire à faire sur ces faits, c'est ce qu'il constate. Et voilà, il le livre, c'est moi des personnes d'autres, et c'est moi et mon groupe qui l'ont poussé à communiquer, parce qu'encore une fois, pour nous, c'est un devoir de le faire. Juste un mot, parce que c'est important de savoir, parce que M. Montagnier, on l'a ostracisé parce qu'on l'a qualifié d'anti-vaccin. Ce qui est fondamental. Oui, c'est vrai. Non, mais attendez, ça doit être corrigé. Cet homme se bat depuis des années pour qu'on mette sur les marchés des vaccins sécurisés, qui n'a rien à voir. D'accord. Bon, Philippe Bilger, vous, quel est votre sentiment après avoir écouté Gérard Guillaume, qui apporte des informations intéressantes quand même? Oui, absolument. Gérard Guillaume donne des faits et apparemment il nous permet d'introduire un peu de certitude, en tout cas dans mon ignorance. Gérard Guillaume, ça voudrait dire que si le professeur Montagnier a raison, le marché qui était mis en cause n'aurait eu qu'un rôle d'accélérateur en faisant émerger la maladie, mais pas le virus. C'est bien cela l'interrogation centrale. Exactement. Et alors, je vais juste dire une chose avant, parfois les gens s'affolent, surtout si on ne pose pas la question. Ce n'est pas parce qu'il y a des fragments de HIV
sur le virus qu'on risque d'attraper le sida. Ça devrait être clair. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est important. Non, mais c'est vrai que c'est très important de le dire. C'est très important de le dire, ça n'a rien à voir. Non, donc il ne faut pas non plus tout mélanger, parce que là aussi, vous avez raison de le dire, effectivement, Gérard Guillaume, pour une raison très simple, c'est qu'on sait comment fonctionnent aujourd'hui les réseaux sociaux. On sait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont tendance à se faire des films, que ce soit en France ou ailleurs, et à être finalement nocifs pour la véritable information. Donc effectivement, vous avez raison de mettre les points sur les i. En tout cas, les informations que vous donnez là, et que donne le professeur Montagnier sont évidemment extrêmement intéressantes parce que ça fait quand même quelques semaines déjà, quelques jours en tout cas, qu'on se posait des questions et que des choses traînaient. Donc là, vous dites ce sont des faits. Donc si ce sont des faits, c'est quand même important. Philippe David. Mais Christophe, un accident dans une usine ou un laboratoire, il y en a déjà eu. Il y a 41 ans, pile en avril 79, c'était dans l'ex-URSS à Sverdlovsk. Il y a eu une fuite de bacilles du charbon. Alors officiellement, ça a fait 100 ou 200 morts, je ne sais plus, officiellement. Mais toutes les archives du KGB ont été détruites. Il faut quand même le savoir. Et le nombre de morts, a priori, se comptait en milliers. Dans des laboratoires d'armes biologiques, parce qu'en général, c'est mes vieux souvenirs de service militaire, on ne parle pas d'armes bactériologiques, mais biologiques, on pouvait greffer sur le virus de la grippe le venin de cobra ou le venin de crotale. Vous vous rendez compte de ce qu'on sait faire? Absolument, avec des manipulations génétiques. Ça, c'est des trucs que j'ai lus et qu'on m'a dit à l'époque, quand j'étais au service militaire, c'était pas du tout complotiste. Et moi, j'ai toujours cru que c'était possible avec des très bons biologistes, etc. Et est-ce que c'est possible, Gérard Guillaume? Alors, juste pour répondre à votre question, c'est que déjà à 2 reprises, le labo LP4 de Wuhan a été rappelé à l'ordre parce qu'il y a eu des fuites à 2 reprises avec le virus du SRAS. Ça a été publié dans Nature, donc c'est pas n'importe où. Oui, absolument. Nature qui est un très très bon magazine professionnel. Voilà, donc c'est pas et ça c'est important. Alors je sais pas parce qu'il y a deuxième chose que je voulais dire. Donc on risque pas le SIDA. Et la deuxième chose factuelle qu'a dit Montagnier, et c'est important, et ça remonte, ces travaux remontent à la semaine dernière, c'est que les analyses qu'il a faites sur les génomes de virus qui sont actuellement sur la côte ouest des États-Unis, dans la région de Seattle, montrent que les fragments de HIV sont en train de s'éliminer. Ce qui voudrait dire que la virulence, la contagiosité de ce virus serait en train de diminuer naturellement, quelles que soient les mesures qui sont prises de thérapeutique, de confinement, etc. Et ça, c'est une nouvelle extrêmement satisfaisante, encourageante. Alors ça, si effectivement, là aussi, ça se vérifie, et si tout le monde est d'accord, parce que vous avez remarqué, les chercheurs, les professeurs, les médecins, personne n'est d'accord, y compris dans le conseil scientifique qui entoure le président de la République, on dit tout et son contraire, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, nous, on est un peu perdus, mais s'il y a un peu d'espoir, à la bonne heure. On poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Radio avec des chimistes de seconde zone. Oui, c'est pas des grands chercheurs, loin de là. On a ce qu'on peut. Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi, on les aime beaucoup. Donc c'est le principal. Allez, le grand débat des vraies voix. Oui, j'espère bien, vu ce que je vous paye. Macron, Trump et Johnson qui accusent la Chine d'avoir caché des choses sur le coronavirus. Le professeur Montagnier qui a découvert le VIH, qui évoque lui l'hypothèse d'un virus en partie fabriqué en laboratoire. Faut-il croire en cette hypothèse? Je le rappelle, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300 pour réagir, pour donner votre sentiment. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est le oui qui l'emporte toujours, qui augmente un petit peu. On passe de 84 à 87% de nos auditeurs qui croient en l'hypothèse du professeur Montagnier. Gérard Guillaume, immuno-rhumatologue qui connaît bien la Chine et sa médecine, est toujours avec nous, qui collabore avec le professeur Montagnier aussi. Et puis Antoine Bondaz qui nous rejoint, enseignant à Sciences Po, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine. Bonsoir Antoine Bondaz. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La responsabilité de cette crise du coronavirus liée à un labo chinois P4 qui manipule des agents potentiellement très dangereux, c'est une des hypothèses qui vous paraît crédible à vous aussi, comme à Gérard Guillaume qui est avec nous depuis quelques minutes maintenant?
Alors, il y a deux questions qui se posent qui sont très différentes. La première question, elle est de savoir si le virus a été créé artificiellement par l'homme en laboratoire. Et pour l'instant, l'immense majorité des publications scientifiques et des analyses sur le génome du virus semblent montrer que ce n'est pas le cas. Il y a une deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'un virus est sorti d'un laboratoire ? À Wuhan, vous avez deux laboratoires qui sont très différents. Vous avez un P4 qui a ouvert seulement en 2018. Donc ce n'est pas celui-là où il y a eu des incidents avec le SRAS, puisque le SRAS était sorti en 2004 d'un laboratoire à Pékin. C'est un laboratoire P4 dans le sud de Wuhan. Et vous avez à côté du marché de Huanan, ce fameux marché humide, un laboratoire P2, c'est-à-dire un niveau moindre en termes de sécurité. La question est de savoir si un virus qui a été isolé dans ces laboratoires a pu sortir du laboratoire par accident et ainsi contaminer des personnes, que ce soit sur le marché de Huanan ou plus largement la population à Wuhan. Oui, ben c'est ce que semble dire Gérard Guillaume qui est avec nous. Gérard Guillaume, vous êtes d'accord ou pas avec ce qui vient d'être dit ? Ah oui, bien sûr. Et cela dit, juste une correction. On n'a pas créé un virus. On a manipulé un virus. Le virus est un virus de chauve-souris qui n'a jamais été créé par l'homme. Le virus, il existe. Les Chinois travaillent dessus depuis des années. Ils en ont fait une chimère. Ouais. Dites-moi, tiens, on va demander à Philippe Rossi qui est avec nous, parce que j'aimerais comprendre à quoi ressemblent ces laboratoires, et notamment le fameux laboratoire dit P4, qui manipule des agents très dangereux. Philippe Rossi, c'est quoi ces laboratoires ? Alors ce sont essentiellement des laboratoires de virologie. Il y a deux laboratoires de virologie, donc à Wuhan, un dit P2 et d'autres dit P4, tout simplement parce que on manipule des virus qui sont un peu plus importants quand c'est P4. Alors celui dont on parle, le laboratoire de virologie de P4, il se trouve au sud de Wuhan, donc vous le savez tous, inauguré en 2007. En 2017, il faut savoir que ce laboratoire a été voulu et construit avec l'aide de la France après l'épidémie du SRAS il y a une quinzaine d'années. Les deux pays ont tout simplement décidé de s'associer pour lutter plus efficacement contre les maladies infectieuses. Janvier 2018, ce labo est mis en exploitation. La date d'ailleurs coïncide avec la première visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine. Mais dès le début, et Gérard Guillaume le disait tout à l'heure, un doute s'installe sur sa fiabilité puisque, selon le Washington Post, des membres de l'ambassade américaine alertent sur l'insuffisance des mesures de sécurité là-bas. Alors officiellement, le P4 ferme le 23 janvier lorsque le confinement est prononcé à Wuhan. Mais attention, selon plusieurs sources françaises et chinoises, un essai de vaccin aurait eu lieu il y a à peine un mois là-bas en partenariat avec une société de biotechnologique. Et donc le labo de P4 de Wuhan est engagé comme beaucoup d'autres pays dans une course au vaccin contre le coronavirus. Ouais. Antoine Bondaz, moi j'ai une question à vous poser par rapport aux déclarations effectivement de Montagnier ce matin, du professeur Montagnier. Tout d'abord, est-ce que ces déclarations, lorsque vous les avez découvertes, ça vous a surpris, choqué, puisque effectivement vous le dites, et moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario qui pour l'instant pouvait apparaître plus ou moins dans certains articles à l'étranger de presse, mais enfin de manière très très infime. Et la plupart des chercheurs n'étaient pas du tout dans ce scénario-là. La découverte de Montagnier, si elle est réelle, ça vous inspire quoi ? Si elle était réelle, et encore une fois, c'est ainsi très hypothétique, ce serait quelque chose d'extrêmement inquiétant et il y aurait une faille extrêmement grave de la part des autorités chinoises. Mais encore une fois, pour l'instant, la majorité des scientifiques et notamment des virologues considèrent que ce virus est bel et bien d'origine animale, qu'il n'a pas été modifié et qu'il y a eu une transmission potentiellement au marché de Wuhan. L'autre question qui est très très importante, et en fait c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est la question de savoir à quel moment les autorités chinoises ont eu des informations suffisantes, notamment sur la transmission interhumaine. Puisque du moment où vous avez une transmission interhumaine du virus, évidemment vous avez potentiellement une épidémie qui peut débuter. Or, la Chine n'a révélé cela qu'à partir du 20 janvier. Or, on a des éléments depuis hier qui prouvent que le ministre de la Santé chinois était au moins au courant dès le 14 janvier de cette transmission interhumaine. Et donc, il y a plusieurs jours, il n'y a pas eu de réaction. Pire, dès la fin du mois de décembre, de nombreux médecins de Wuhan, notamment la médecin Haifeng, qui était la chef des urgences de l'hôpital central de Wuhan, a considéré que, étant donné que de nombreux patients
lui arrivait avec des symptômes respiratoires aigus qui n'étaient pas forcément liés au marché de Roanne, alors il y avait très certainement une contamination interhumaine. Et là, c'est une vraie question qui se pose, puisque si on avait su plus tôt qu'il y avait cette contamination interhumaine, alors sûrement des mesures auraient été prises beaucoup plus tôt. C'est aussi pour ça, je vais vous donner la parole dans un instant, mais c'est aussi pour ça que le président Macron, que Boris Johnson, que Donald Trump, aujourd'hui, pointent du doigt Pékin, clairement. C'est aussi pour ça, politiquement. Exactement. À cause de ces retards. La question n'est encore une fois pas de dire que la Chine est l'unique responsable, et cela ne doit en aucun cas cacher le fait qu'il y a des responsabilités dans nos pays, qu'il y a une impréparation, il faut être extrêmement clair. Oui, il faut le redire, il y a eu du retard à l'allumage. Et qu'il y a des stratégies de gestion de crise qui varient, que ce soit en Allemagne, en France ou dans notre pays. Donc ça, c'est un fait. Mais l'autre question qui se pose est que la Chine, depuis plusieurs semaines, est en train de construire un récit qui montrerait que le pays a réagi de façon parfaite et que le pays est un modèle dans la gestion de cette épidémie. Or, on a de nombreux éléments qui poussent à penser que ce n'est pas forcément le cas. Philippe Bilger. Je voulais demander à la personne Antoine là, qui vient de parler, vous évoquiez la date, j'avais lu il y a quelques semaines de la part d'un politique français que en réalité tout ça avait pu débuter déjà en septembre-octobre. Est-ce que ça vous paraît plausible ou pas ? Oui. Alors, a priori, le premier cas suspect en Chine, révélé par les médecins, aurait été autour du 16 novembre. Après, il y a des rumeurs et une hypothèse comme quoi il y aurait pu avoir des cas dès le mois de septembre. C'est notamment une affirmation que Karine Lacombe avait avancé il y a plusieurs jours. Voilà, il y a des questions qui se posent. Ce qui est sûr, c'est que fin décembre, il y avait beaucoup plus de cas annoncé officiellement par la Chine et que les autorités locales à Wuhan ont délibérément demandé de ne pas tester les gens et que là, il y a eu évidemment une faute au niveau des autorités locales. La grande question qui se pose, c'est est-ce que les autorités centrales à Pékin étaient parfaitement au courant de la situation ? C'est une vraie question. Et est-ce qu'il y a eu un retard à l'allumage, notamment au niveau national ? Philippe David. Est-ce qu'on n'a pas une certitude que la Chine a menti ? Parce que ils étaient à 3300 morts en plusieurs mois d'épidémie. Là, ils en ont trouvé 1500 de plus, comme ça, d'un seul coup. Quand on voit qu'un pays comme les États-Unis, qui n'est pas franchement un pays sous-développé, ont eu 2600 morts en une seule journée, est-ce que les Chinois nous ont vraiment pas menti au terme de nombre de victimes ? Est-ce qu'ils ne se sont pas moqués de nous ? J'arrive pas à croire qu'ils aient dit la vérité. On sait bien qu'à partir du mois de janvier, de nombreux décès n'ont pas été déclarés par les autorités chinoises. On avait notamment noté une surmortalité et une suractivité des crématoriums en Chine, donc notamment à Wuhan, enfin précisément à Wuhan, donc on le savait pertinemment. Les autorités chinoises, en réévaluant à la hausse les chiffres, en les augmentant pile de 50% d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, c'est 50,01% d'augmentation dans les cas de Wuhan. L'objectif, il est évidemment de mettre en scène la transparence du régime et de faire taire les critiques. Après, pour savoir vraiment le nombre réel de personnes décédées du Covid-19, le seul moyen, ce serait, comme on va le faire en France, comme on va le faire aux États-Unis, dans plusieurs mois, de réévaluer avec la surmortalité statistique les morts potentiellement dues au Covid-19. La grande question, c'est est-ce que la Chine le fera ? Après, vous avez des différences très fortes entre les différents pays. Il faut noter que la Chine a pris des mesures drastiques à partir du 23 janvier et que cela a de fait limité la propagation du virus. Donc, dire que la Chine, par exemple, aurait eu 100 000, 200 000 morts, comme on l'a lu parfois dans la presse, ça, personne ne peut vous le dire aujourd'hui. Qu'il y ait eu plus de morts que ceux annoncés, ça, c'est, par contre, très fortement possible. Ouais. Gérard Guillaume, qui est toujours avec nous. Allez-y. J'aimerais bien ajouter deux choses. Je vais revenir sur M. Montagnier. Je rappelle quand même à tout le monde que lorsqu'il a découvert le HIV, la quasi-totalité de la communauté scientifique était contre son hypothèse de rétrovirus. Deuxième chose, il faut savoir aussi que les autorités chinoises actuellement, la semaine dernière, ont fait savoir qu'il n'y aurait aucun article publié en Chine sur l'origine de l'infection virale, de la pandémie, sans que ce soit soumis à une censure sévère de la part du gouvernement. C'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a anguille sous roche, quoi.
Oui, ah ben ça c'est sûr que de toute façon c'est un problème, mais en même temps on est quand même dans une dictature, je le rappelle. Donc il ne faut pas non plus s'étonner outre mesure que les choses se passent comme elles se passent. Il ne fallait pas non plus s'attendre à des miracles venant du Parti communiste chinois. Enfin, il me semble en tout cas, on découvre pas la Lune. Voilà, bon. Moi j'avais une question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, le président de la République met en cause la Chine quand même, hein, dans le Financial Times ce matin, bon très bien. Le président américain, il y a une enquête qui est ouverte par les États-Unis. Boris Johnson évoque exactement le même problème, la même chose. Mais il faut quand même qu'on fasse peut-être un peu attention aussi, parce que mine de rien, enfin, autant que je sache, et je pense que tout le monde a la même information, ce sont toujours les Chinois qui nous fournissent en masques, hein, pour la majorité, qu'il y a un pont aérien qui existe entre la Chine et la France. Ils ont un pouvoir de nuisance énorme. Et d'ailleurs, ils ont réagi en demandant et en citant Emmanuel Macron, en disant qu'il fallait être unis contre le virus et que c'était pas bien, etc., etc. Ils peuvent encore nous faire des misères si jamais on continue à les critiquer, Philippe. Oui, moi, Christophe, le président de la République, j'ai l'impression il se lance dans une polémique à l'égard de la Chine et il a sans doute raison. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Par ailleurs, il a droit aux félicitations de l'OMS. Moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas un détournement par rapport à ce qui n'est pas aussi impeccable qu'on le souhaiterait dans la lutte française contre le fléau. Bah, c'est ce que disait Antoine Bandaz tout à l'heure. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu du retard à l'allumage en France et dans d'autres pays, bien évidemment. Les États-Unis, bon, bah, là c'est un exemple évident. Voilà, et alors la Grande-Bretagne avec Johnson qui lui-même a été hospitalisé et qui ne voulait pas entendre parler du virus qui serrait les mains à tout le monde. Là aussi, c'est assez magnifique. Bref, en tout cas, il faut se méfier encore parce qu'on a besoin de masques, Antoine Bandaz. Donc si jamais les Chinois décident de nous serrer le kiki, si je puis dire, on va pas être bien. Alors, je pense qu'il y a deux questions qu'il faut vraiment différencier. Il y a la question de la gestion de crise et notamment de la coopération internationale. Là, le président a été clair et le secrétaire général du parti, Xi Jinping, tout autant. Il ne faut évidemment pas la remettre en cause et il ne peut y avoir qu'une gestion au niveau national et au niveau global de cette crise. La deuxième question, c'est celle, est-ce que la Chine pourrait par exemple créer un embargo sur les masques comme concrètement une représaille économique à des questionnements de certains pays, notamment la France. Premièrement, ce sont des questionnements. Pour l'instant, ce ne sont pas des accusations et on ne met pas en avant des éléments très précis. Donc l'objectif, c'est d'avoir une discussion avec les Chinois. Deuxièmement, si le gouvernement chinois décidait d'arrêter d'exporter des masques, je pense que le gouvernement chinois serait aussi le grand perdant. Vous auriez une détérioration considérable de l'image de la Chine en Chine, mais aussi à l'étranger. Vous auriez aussi une conséquence à plus long terme. C'est que du moment où dans une crise sanitaire, vous auriez un pays qui vous prive des masques que vous pouvez acheter, alors il y a une conséquence extrêmement simple. Vous allez réduire drastiquement votre dépendance et l'exposition au risque vis-à-vis de votre dépendance économique vis-à-vis de ce pays. Vous allez relocaliser une partie de vos industries, vous allez réduire votre commerce extérieur, et ça aurait des impacts économiques considérables pour la Chine, et la Chine serait le premier perdant. Il faut être très clair. Aujourd'hui, vous avez une crise économique en Chine qui est peut-être moins forte que dans d'autres pays, mais elle est là. Si elle s'accentue, si elle perdure, la légitimité même du Parti communiste est remise en cause, beaucoup plus qu'à travers simplement les questionnements du président français. Ouais. J'avais encore une question à vous adresser. Est-ce que finalement, le conflit auquel on peut s'attendre au XXIe siècle, c'est pas celui-là? C'est-à-dire c'est cet affrontement entre l'Occident, les États-Unis et la Chine. Parce que d'un côté, on sait bien, on a nos pays qui sont vieillissants, déclinants, etc. Et puis on a la Chine qui progresse, qui depuis des années maintenant. Est-ce que c'est pas ça qui se joue derrière tout ça aussi ? Je pense qu'il faut faire très attention, et ça c'est notamment un discours véhiculé par les médias d'État chinois et la diplomatie chinoise, de généraliser, de donner l'idée que vous auriez un Occident uni contre la Chine qui serait une victime. Je pense premièrement que ce n'est pas le cas. Vous voyez très bien que vous avez des différends entre les États-Unis et les pays européens. Deuxièmement, il y a évidemment un risque potentiel de conflit à terme entre les États-Unis et la Chine. L'objectif, c'est évidemment de le minimiser au maximum, et c'est pour cela qu'il faut de la coopération internationale, c'est pour cela qu'il faut maintenir le dialogue, mais cela ne doit en aucun cas se faire au détriment des valeurs en France, de nos intérêts, et par exemple, les propos tenus il y a quelques jours par un diplomate chinois basé à Paris étaient tout à fait inacceptables, et il était tout à fait normal, par exemple, que le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur en Chine pour, par exemple, montrer sa désapprobation.
Merci beaucoup en tout cas Antoine Bondas d'avoir éclairé notre lanterne si je puis dire. Gérard Guillaume également. Peut-être un petit mot de la fin pour Gérard Guillaume. Vous espérez maintenant que le politique reprenne la main après les informations dévoilées par le professeur Montagnier, parce qu'il ne faut pas que ça reste juste comme ça, des informations données. Si elles sont réelles, il faut aller plus loin maintenant. Ah ben ça c'est évident, mais si les politiques doivent reprendre la main, ils doivent montrer l'esprit d'organisation un petit peu plus élevé que celui qui a présidé au début de la crise. Parce que c'est vrai. Là, je suis désolé, on n'est pas proche de la gestion d'un pays moderne, on est plus proche de la gestion d'une crise comme on était au 19e siècle, avec le confinement des gens. Non, là, il faut arrêter, quoi. Je veux dire que c'est du grand n'importe quoi. Bon, eh bien écoutez, on aura l'occasion de redébattre de tout ça, parce qu'il y a un moment où il faudra faire les comptes, évidemment, une fois que cette crise sera passée. Et Gérard Guillaume et Antoine Bondas, je vous réinviterai bien volontiers dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et merci beaucoup. Passionnant. Passionnant, absolument passionnant. Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La fin de